Bonjour Vincent Capo-Canellas, vous êtes sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis et merci d'être avec nous sur le plateau ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent Capo-Canellas, vous êtes membre du bureau du Sénat, vous avez donc pris part au vote hier. Avant de parler du fond de la décision, j'aimerais vous entendre sur les conséquences de cette crise qui est ouverte depuis hier entre l'exécutif et le Sénat. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, dénonce une décision qui ne repose sur aucun fondement. Stanislas Guerini parle de procès politique. Vous leur répondez quoi, vous qui êtes membre de ce bureau et qui avez voté hier? Je crois que d'abord le bureau a joué son rôle, le Sénat a joué son rôle de contrôle. Ensuite, il y avait une instance qui était chargée, à la suite des recommandations de la Commission des lois, de porter une appréciation juridique pour savoir s'il y avait ou non parjure. Et là-dessus, il y a eu un débat. Alors, je comprends que ça suscite des réactions. Il y a peut-être un peu des surréactions quand même. La situation n'était pas simple à dénouer. Il y a eu une recherche de différentes hypothèses. Et le bureau s'est arrêté sur une hypothèse qui est quand même plus modérée qu'on ne l'a dit, puisqu'elle distingue clairement le cas de M. Benalla Kras d'un côté, Stroda, et puis enfin les autres collaborateurs du président. Encore une fois, on ne va pas parler tout de suite du fond de la décision, plutôt sur les réactions, sur les conséquences pour l'instant. Vous parlez de surréaction, une surréaction de l'exécutif? Il y a une surréaction qui était attendue, parce que dès lors que la mise en cause se porte en direction des proches du président de la République, son directeur de cabinet, très fortement, un peu moins sur les autres collaborateurs, il était attendu que l'exécutif réagisse et que la majorité de l'Assemblée, évidemment, émette plus que des doutes sur la décision qui allait être prise. Et ça, on le savait, c'était les conséquences qui pouvaient être facilement visibles. Comment ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise politique majeure quand le Premier ministre ne se rend pas à la séance de questions d'actualité, quand Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, refuse de se rendre, de se déplacer avec le président du Sénat, Gérard Larcher, aujourd'hui? C'est une crise politique majeure aujourd'hui? C'est une crise dans les relations entre le Sénat et l'Assemblée, dans les relations entre le Sénat et l'exécutif. Crise au sens de paroxystique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où chacun marque ses positions. Le Sénat a pris une décision, le bureau, hier. Je ne l'ai pas approuvée telle qu'elle, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il était attendu que tout ça se traduise par des soubresauts. Alors, est-ce que ça va durer? On verra bien. Je pense que la réforme constitutionnelle, par contre, a plus que du plomb dans l'aile. Et chacun est un peu dans son rôle. Comment on sort de la crise? Aujourd'hui, Gérard Larcher répond « Je ne suis en guerre contre personne ». Comment on va en sortir? Puisque justement, dans la perspective de cette réforme constitutionnelle, tout est très mis en péril, tout est périlleux aujourd'hui. Je pense que le fil du dialogue pourra être retrouvé une fois les passions retombées. Voilà. L'absence du Premier ministre hier, ce n'est pas la première fois. Ce qui est nouveau, c'est que le Premier ministre était absent, mais de manière volontaire, pas contraint par l'agenda ou pas contraint par un déplacement. Donc c'était une absence assumée. Le président Larcher saura retisser les fils du dialogue, mais je pense que sur ce qui était la recherche d'un consensus possible, sur l'idée d'un Sénat qui soit parfois une instance qui soit non alignée, moins qu'un contre-pouvoir, cette idée-là, elle a reculé. Moi, je suis pour un Sénat non aligné, qui parfois marque des différences, mais qui sache aussi bâtir de consensus. Et je regrette que cette vision-là du Sénat, elle soit en recul depuis hier. Sur cette position politique qu'aurait tenue le Sénat, en quoi le Sénat serait sorti de son rôle, puisque c'est ce que nous explique l'ensemble de la majorité présidentielle depuis hier? Alors d'abord, il y a une particularité, c'est que la Commission des lois aurait pu d'elle-même choisir de statuer et de transmettre ou pas au parquet. La Commission des lois a choisi de politiser le sujet en demandant au bureau de Sénat de trancher à sa place. Donc ça a donné un retentissement beaucoup plus fort à une décision qui aurait pu au fond être technique et juridique. Ça c'est l'élément majeur. C'est pas pourquoi c'était plutôt neutre de s'en remettre à la décision du bureau du Sénat où tous les partis politiques, tous les groupes politiques sont présentés et justement et ensuite votent, c'est plus neutre. Je pense que ça a donné plutôt un retentissement. Voilà. De ce point de vue-là, j'aurais préféré la première version des choses parce que c'était dans la foulée du rapport. Le président pouvait, avant que le rapport soit publié, régler tout ça et choisir de lui-même d'éviter une crise politique. C'était impossible d'éviter cette crise politique dès lors que le choix avait été fait de transmettre la patate chaude, si je puis dire, au bureau du Sénat. À votre sens, le bureau du Sénat ne s'est pas basé que sur le droit pour prendre sa décision? Le bureau, c'est une instance qui représente chacun des groupes politiques. Donc c'est une instance politique qui a dû trancher un sujet technique et un sujet juridique. Celui qui donnera le clap de fin, c'est quand même le parquet. Et c'est le procureur de la République qui va dire si le
bureau du Sénat était dans la bonne voie lorsqu'il a considéré que M. Stroda, en particulier, avait commis un parjure. Moi, j'ai plus qu'un doute là-dessus. Voilà, donc le débat va être à ce moment-là. Et le bureau s'est fondé sur des éléments juridiques, mais on sait tous que dans les palettes des solutions juridiques, il y avait plusieurs options, et donc ça a bien été une décision politique in fine. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on entende la réaction hier de Jean-Pierre Sueur, qui est le vice-président de cette commission d'enquête, justement. Est-ce qu'on veut que dans ce pays, il y ait un pouvoir de contrôle du Parlement ? Si on veut qu'il n'y ait pas de pouvoir de contrôle du Parlement, qu'on le dise. Mais alors on va être dans une drôle de république. Ça ne va pas être dans notre tradition. Et si le pouvoir de contrôle est exercé par des parlementaires, ce sont des parlementaires qui ont tous une étiquette politique. Mais ils ne sont pas là au nom de leur étiquette politique. Combien de fois faudra-t-il le dire à M. Marseille qui dit, voilà, c'est la collusion, mais ce n'est pas du tout la collusion. Nous sommes des parlementaires. Nous faisons notre boulot de parlementaire, qui est de rechercher la vérité. Nous l'avons fait. Et alors aujourd'hui, que voulez-vous que dise le bureau ? Il n'allait pas contredire un rapport que le gouvernement n'a pas contredit, que le REM n'a pas contredit. Vincent Capo-Canellas, vous nous dites, in fine, c'est bien une décision politique, ce qu'a fait le bureau du Sénat hier. Le Sénat veut aussi montrer qu'il est une force, qu'il est la force d'opposition face à Emmanuel Macron. La singularité, c'est que cette décision a été acquise par une majorité, en fait, qui est une coalition hétéroclite de circonstances, qui est PS-LR. Et donc, c'est en cela que c'est une décision effectivement politique. Voilà. Alors après, le Sénat doit rester dans sa mission, qui est d'être la Haute Assemblée, qui sait aussi apporter un regard juridique, un regard parfois distancié, bâtir du consensus. Et je souhaite que nous retrouvions cette voie-là, parce que c'est ça l'originalité du Sénat. Ça n'est pas de singer l'Assemblée nationale. Et donc, c'est en cela que je regrette que la décision puisse avoir des caractères politiques. Les centristes, votre groupe, vous faites aujourd'hui partie de la majorité au Sénat, la majorité de Gérard Larcher. Est-ce que c'est un coup de canif dans cette majorité ? Est-ce que ça va créer des dissensions et ça aura des conséquences ? C'est clairement un point de désaccord sur la vision du Sénat. C'est-à-dire que nous souhaitons un Sénat qui parfois marque sa différence, parfois marque son opposition, mais qui aussi soit la Chambre qui représente les collectivités locales dans leur diversité. Et la tradition des élus locaux, c'est aussi de bâtir des consensus locaux, c'est aussi ce qu'on essaie de faire au Sénat. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que sur quelques textes, on l'a vu, sur la vision parfois du budget ou sur un certain nombre de choses, il y a les oppositions à Emmanuel Macron qui essaient de s'exprimer. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que plutôt le Sénat soit une force de construction. Voilà, et je souhaite qu'on revienne au calme de ce point de vue-là et que nos amis LR sachent construire aussi du consensus interne à la majorité. S'ils ne savent pas le faire, là, il y aura un problème. Alors, pour qu'on comprenne un peu ce qu'il s'est passé hier, puisqu'encore une fois, vous étiez présent lors de ce bureau, vous avez participé, vous avez préparé à ce vote, je voudrais que vous nous racontiez un peu comment ça s'est passé. Le journal Le Parisien, on va le voir, nous dit que tous les débats ont été plutôt tendus. Selon certains participants, Gérard Larcher, comme Valérie Létard, la vice-présidente centriste du Sénat, ont déployé tous leurs efforts pour dégager des arguments juridiques susceptibles de limiter les charges retenues contre les collaborateurs de l'Élysée. Vous y étiez, est-ce que vous confirmez ? Il y a eu un débat qui était parfois passionné, mais toujours posé. Valérie Létard, en tant que vice-présidente qui était chargée du rapport, et le président Larcher ont exposé une vision, qui est celle qui a été retenue par le bureau. Donc il n'y a pas eu de tractation de dernière minute là-dessus. Par contre, chacun a exprimé des positions. Ça, c'est juste. Donc je crois que la recherche du consensus, elle avait été faite avant, et j'imagine que le président Larcher et Valérie Létard avaient, en bons politiques qu'ils sont et en bons sénateurs qu'ils sont, regardé toutes les hypothèses. Je fais plus que l'imaginer. Voilà, j'ai quelques éléments de certitude là-dessus. Donc la discussion avait lieu aussi avant. Je pense que c'est là que les tractations ont eu lieu. Au bureau, on a passé un temps important, parce qu'on a passé plus de 2 heures sur ce sujet-là, mais des discussions dans le calme, où j'ai notamment exprimé mes doutes très forts sur la mise en cause de Patrick Stroda, et puis aussi indiquer que la dernière partie de la décision du bureau, qui au fond dit on va transmettre l'ensemble des déclarations des collaborateurs du président, me semblait totalement superfétatoire du point de vue juridique. Ça n'a pas de sens. On ne transmet pas au parquet des déclarations en disant regardez ce que vous pouvez en faire. Ça n'a aucun sens juridique. Superfétatoire, c'est également le qualificatif employé par Hervé Marseille. Très rapidement, pour terminer, un mot, est-ce qu'on sait qu'il y a eu des coups de fil ? Est-ce qu'il y a eu des pressions ? Est-ce que vous avez subi des pressions pour votre vote ? Alors je suis désolé de vous dire que je n'ai subi aucune pression. C'est sans doute très dommageable pour moi en termes de considération peut-être. Voilà, j'avais en tout cas exprimé une vision qui était celle d'un Sénat serein, qui marque des différences, qui
aussi sur Benalla Ekraz dise clairement les choses et qui ensuite fasse la part des choses entre des vraies mises en cause pénales, parce que la vraie affaire, c'est celle de M. Benalla, de M. Ekraz, qui est une affaire, elle, pénale, voilà, et moins l'affaire de mise en cause du président, collaborateur du président, qui d'ailleurs aurait presque pu refuser de venir devant la commission. Souvenons-nous-en.